Ravi de vous retrouver pour Smart Impact. C'est parti pour 30 minutes de témoignages de ces entreprises qui abordent le virage de la RSE et qui innovent pour une société plus responsable. On commencera avec un cabinet d'audit et d'experts comptables qui devient une entreprise à mission. C'est une première dans le secteur. Arnaud Naudan sera notre invité dans un instant. Il est président du directoire de BDO France. Notre débat, comment stimuler l'innovation de ces nouvelles technologies qui contribuent à un monde plus vert? C'est la question qu'on va poser à nos invités alors que l'Académie des technologies a décerné ses prix 2021 à 3 lauréats des innovations vertes et concrètes. Vous verrez. Et on terminera cette émission avec une start-up qui s'engage pour une viticulture plus éthique. La vinétique, c'est dans Smart Ideas et c'est en fin d'émission. Smart Impact, bonjour à tous, bienvenue, c'est parti. Et on reparle des entreprises à mission pour démarrer ce matin. Et quand on vous dit que tout le monde peut en être, c'est que vraiment tout le monde peut en être, même les consultants, même les experts comptables. Bonjour Arnaud Naudan. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du directoire de BDO France. Alors BDO, on resitue quand même un 5e réseau mondial d'audit et de conseil, présent dans 167 pays, si je ne dis pas de bêtises, 90 000 collaborateurs. Et en France, combien de collaborateurs justement ? 1500. 1500 collaborateurs et combien de clients aujourd'hui de compte ? 25 000 clients. Environ 25 000. Sur 45 sites en France. Sur 45 sites en France. Alors, dès votre arrivée, vous avez décidé, donc il y a un an, de transformer la vision de l'entreprise et d'en faire une entreprise à mission. Alors, j'allais dire, c'est pas du tout provoquant, quoique, mais pourquoi dans un métier très conventionnel comme le vôtre, on décide de se transformer en entreprise à mission? Qu'est-ce que les experts comptables et les auditeurs peuvent nous apporter, justement ? Alors justement, c'est peut-être déjà un élément, c'est de dire peut-être de surprendre, un peu de casser les codes de la profession en prenant des engagements qui seraient un petit peu différents. Non, je pense que la raison pour laquelle, effectivement, moi j'ai pris mes fonctions le 1er janvier 2021, en pleine crise sanitaire qui s'accompagne en même temps d'une crise écologique, climatique. Bien sûr. Donc des attentes de nos collaborateurs qui étaient différentes, une évolution des mentalités. Et donc c'était le moment avec mes associés de mener une réflexion sur notre rôle dans la société. Notre rôle a été salué d'ailleurs pendant la crise. Je pense que les experts comptables, les avocats, les auditeurs ont été vraiment au chevet des entreprises. Et donc c'était le bon moment pour mener cette réflexion. Je pense qu'un autre élément, c'était également des convictions personnelles, à la fois les miennes, mais celles de mes associés aussi, d'agir avec impact. On souhaitait, sur la force de nos 25 000 clients, de notre réseau international, avoir de l'impact auprès de nos parties prenantes, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos collaborateurs. Et c'est tout ça qui nous a amené à mener cette réflexion et à adopter ce statut. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez changé, hormis les statuts ? Alors, avant cela, il y a déjà eu tout un process de concertation avec nos collaborateurs, nos parties prenantes pour définir notre raison d'être. À la suite de ça, choisir notre... Donc il y a un travail important en amont. Donc il y a eu beaucoup de travail en 2021 pour finalement, à la fin de l'année, adopter ce statut. Après, il y a, on va dire, l'opérationnalisation de la mission. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Et moi, il se trouve que j'ai pris mes fonctions à un moment donné où j'ai bâti avec mes collègues un nouveau plan stratégique pour BDO France, un nouveau positionnement. On a repensé la proposition de valeur pour nos clients. Et ce plan stratégique, on l'a accompagné d'un plan de transformation. Et à un moment donné, on va faire évoluer l'ensemble de nos process, que ce soit nos process RH, nos process finance, nos offres. C'était très important d'adopter ce statut, de définir cette raison d'être, ce rôle et ses objectifs pour que les process qu'on va faire évoluer soient cohérents avec la mission qu'on s'est donnée. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça détermine une mission, donc être le socle le tremplin de ceux qui investissent l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement et sur quels objectifs finalement très précis vous décidez finalement de vous investir? Alors effectivement, cette raison d'être, on l'a écrite comme ça, de façon plus détaillée. Le rôle aujourd'hui de BDO qu'on s'est donné, c'est d'accompagner les entreprises. On accompagne 25 000 clients, on a une relation de confiance et de proximité avec nos dirigeants. On est quand même le tiers de confiance de l'économie française, notamment sur nos métiers de commissariat aux comptes. Et globalement, les patrons d'entreprise ont une confiance très forte dans leur expert comptable ou dans leur Donc l'idée, c'est de faire fructifier un peu cette confiance et de l'utiliser à bon escient, si je puis dire. D'utiliser la confiance qu'ont nos clients dans nos experts pour les faire évoluer. Et de façon de plus détaillée, notre raison d'être, c'est d'accompagner ces dirigeants sur le chemin de la transformation pour une économie plus durable, plus responsable, plus éthique et plus inclusive.
Donc c'est utiliser finalement, comme vous l'avez dit, cette relation pour faire évoluer les mentalités et accompagner la transformation de l'économie qui est nécessaire. Donc il y a une notion d'inclusion sociale et puis je crois aussi qu'il y a une notion aussi de territoire. L'idée c'est d'être aussi très présent et de faire beaucoup d'inclusion sociale sur les territoires. Comment est-ce qu'on fait quand on est aujourd'hui sur des métiers comme les vôtres ? Alors c'est vrai, aujourd'hui, on tient beaucoup à notre ancrage territorial. On a 45 sites. On pense l'étendre à des endroits où on n'est pas présent. Et donc, dans nos objectifs de la mission, sur les 5 objectifs qu'on s'est fixés, il y a effectivement un objectif sur l'insertion dans les territoires. Donc, investir localement pour promouvoir l'économie locale, s'adresser à des fournisseurs locaux, accompagner les dirigeants d'entreprise, quelle que soit la taille. Et vous avez consacré une part de chiffre d'affaires à ça ou pas du tout pour l'instant ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et combien ? On investit, difficile à quantifier aujourd'hui réellement sur cet objectif-là, mais on a des enveloppes d'investissement sur chacun de ces objectifs, des KPI qu'on va suivre, qui va être monitoré par notre comité de mission. Pour vous donner un exemple concret sur l'insertion et sur l'inclusion, deux de nos objectifs, on a sur l'un de nos métiers créé des centres de production dans une ville française. On a pris des personnes qui étaient exclues de l'emploi ou alors en reconversion ou en chômage de longue durée. On les a formées à nos métiers et on leur a donné un emploi. C'est typiquement le type de mesure qu'on va prendre. Est-ce que la question de l'interne, pour engager un petit peu le collaborateur dans cette aventure, et donc vous l'avez précisé, vous êtes 1500 collaborateurs sur le territoire, est-ce que ça nécessite au préalable, j'allais dire, d'avoir un socle culturel déjà assez fort, ou est-ce que finalement, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut devenir une entreprise à mission, y compris si c'est des thématiques qui n'ont jamais été abordées au préalable ? Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut devenir et doit devenir une entreprise à mission. Vous, c'était le cas, par exemple, il y avait déjà un socle culturel sur ces sujets-là ? Oui, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites en termes de RSE, des actions concrètes. Je pense que l'entreprise à mission, c'est surtout un moyen d'aligner l'ensemble de l'organisation sur sa stratégie. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté la stratégie de l'entreprise et l'entreprise à mission de l'autre. C'est réellement, aujourd'hui, notre stratégie, c'est être une entreprise à mission. 96%, vous le précisez dans vos communications, de vos associés ont voté favorablement à cette proposition. Est-ce que ça veut dire quand même qu'une partie, alors 4%, n'y croyait pas ? Non, je ne pense pas qu'ils y croyaient pas. Je pense qu'effectivement, on se dit toujours, moi je retiens surtout 96%, bien évidemment, donc le 4%. On est une organisation, on est un partnership, donc on est une association, donc on a un processus de concertation. Et effectivement, toutes ces grandes réformes de l'organisation sont votées en Assemblée Générale des associés. Je ne pense pas que les 4% n'y croyaient pas. Je pense que comme tout, c'est une transformation aussi. Vous l'avez dit, on n'est pas forcément une profession qui s'est caractérisée par son caractère très disruptif par le passé. Je pense que c'est réellement un enjeu. C'était aussi une des volontés de la démarche. C'était aussi de casser les codes dans une profession qui doit se réinventer. Qui peut se réinventer. Et justement, pourquoi vous estimez que le secteur de l'audit, de l'expertise comptable en a particulièrement besoin et le sujet, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez apporter ? Je parle de votre métier, pas nécessairement de BDO France, mais de manière générale, est-ce que vous estimez effectivement que ce secteur-là, avec la logique effectivement de tiers de confiance que vous évoquez, a besoin effectivement d'apporter, ou quelle est peut-être la contribution à une société plus responsable en l'occurrence ? Je dirais historiquement, de par les métiers qu'on exerce, on apporte beaucoup, et je parle beaucoup sur l'intérêt de cette profession, l'attrait de cette profession. On apporte énormément aux entreprises, on les aide à naviguer dans un environnement qui est toujours de plus en plus incertain, plus risqué, avec de la réglementation qui évolue. Donc déjà, ce rôle est extrêmement dynamique, extrêmement intéressant pour les générations qui souhaiteraient nous rejoindre. Néanmoins, il est vrai, on a une profession qui est un peu en perte d'attrait chez les jeunes générations, qui pensent complètement différemment. Il y a aussi une logique alors, de marque employeur pour vous, mais de manière générale d'attractivité aussi de ces métiers-là ? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés n'ont plus la même vision de l'audit, du métier d'avocat, de consultant ou d'expert comptable que celle qu'il y avait il y a 15 ans quand moi j'ai commencé. Et donc c'est aussi une réponse qu'on apporte à nos collaborateurs en leur disant on a pris conscience de ces nouvelles attentes, on va faire évoluer nos modèles et on va regagner en activité et vous apporter des réponses aujourd'hui. En quelques secondes, très rapidement, est-ce que vous estimez qu'en France, on va assez vite, assez loin sur ces sujets ? Est-ce que, par exemple, la loi Pacte, qui permet d'avoir ce type de statut aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il faut aller plus loin ?
Oui, je pense qu'il faut aller plus vite. Aujourd'hui, il y a 400 entreprises à mission en France, ce qui est pas mal par rapport à d'autres dispositifs européens, mais néanmoins, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, un de nos objectifs qu'on a inscrit dans nos statuts, c'est de promouvoir ces pratiques responsables et donc de faire en sorte que plus d'entreprises adoptent ce statut. Je pense qu'il y a un peu urgence, est-ce que les entreprises jouent leur rôle et contribuent donc à la transformation du monde économique dont on a besoin. Bon, eh ben vous avez coché la case ce matin en venant nous voir sur Bismart, en tout cas en matière de promotion. Merci beaucoup Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France dans Smart Impact sur Bismart. Comment stimuler l'innovation de ces nouvelles technologies qui contribuent à un monde plus vert? C'est la question que l'on va se poser ce matin à nos invités. Parce qu'il y a quelques semaines, à l'Académie des technologies a récompensé 3 startups prometteuses qui illustrent cette problématique et qui nous démontrent surtout que tout est possible. Bruno Jarry, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, président honoraire de l'Académie des technologies. À vos côtés, Jean-Francis Bloch, bonjour. Bonjour. Cofondateur de BFC, on dit aussi en bon français BEFC, ça marche aussi, l'une des 3 startups lauréates justement. Et vous fabriquez des piles vertes, on va y revenir bien sûr, à partir d'enzymes et de papier. Et vous êtes également professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble. D'abord, pour commencer, peut-être un mot, Bruno Jarry, un mot sur ces récompenses et sur l'Académie des technologies. Des récompenses qui se tournent, j'ai l'impression, de plus en plus vers des technologies vertes. Est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que là, c'est finalement en train de s'imposer à vous? C'est un choix de notre part, bien sûr, parce que l'Académie des technologies couvre l'ensemble des technologies, comme son nom l'indique. Nous sommes une spin-off de l'Académie des sciences qui a fêté ses 20 ans justement au mois de novembre. Ouais. Donc c'est tout récent. Et nous regardons pour le compte du gouvernement, mais aussi en interaction forte avec le grand public de façon générale, à travers des séminaires, à travers des colloques, à travers des rapports que nous écrivons et que nous essayons de diffuser le plus possible sur l'ensemble des technologies. Alors, bien sûr, avec la situation actuelle, le problème de l'énergie verte s'impose. Ce n'est pas très original aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et nous avons, sur ces sujets, depuis déjà une quinzaine d'années, publié une dizaine de rapports. Et justement, dans ce domaine environnemental, c'est quoi, j'allais dire, les grands secteurs où la recherche, elle est vraiment la plus forte, elle est la plus impactante, justement? Il y a plusieurs aspects. Il y a bien sûr au départ l'utilisation de la biomasse, par exemple. Oui. La biomasse, en France, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de forêts. Les forêts continuent à croître. Et on parle d'un facteur 3 depuis 50 ans. Oui. Donc c'est assez extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment... dans les choses qui s'imposent aujourd'hui sur, par exemple, le nucléaire, on voit bien qu'il y a des progrès qui sont faits sur le stockage des coproduits. Il y a tout ce qui est fusion avec ITER en France, qui est quand même un programme tout à fait extraordinaire. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Jean-Francis Bloch, d'accord avec ça, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce sont des domaines là très impactants et finalement importants aussi pour les années qui arrivent. Ah oui, tout à fait. Et on s'aperçoit, dans le cadre par exemple de ce concours-là, qu'il y a beaucoup de recherche et d'innovation et il y a énormément de start-up qui se développent en France et on est, j'allais dire, qu'une start-up parmi tant d'autres, mais c'est intéressant de voir toute la recherche menée. Et est-ce que ce sont des technologies alors, où la recherche est avancée, mais est-ce que ce sont celles dont on a le plus besoin pour répondre aux enjeux là, qui sont arrivés depuis un moment, mais en tout cas qui sont en train effectivement d'arriver de manière très très forte là, sur les années qui arrivent? Oui, on en a beaucoup besoin parce que y a un certain nombre de choses qui existent. Les panneaux photovoltaïques, tout ce qui est la production d'électricité avec le vent, que ce soit en terre ou en mer. Mais ça, c'est les technologies qu'on appelle des technologies mûres. À côté de ça, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître. Qui sont complètement naissantes pour le coup. Qui sont complètement naissantes. Et donc, on découvre ça au fur et à mesure. Et justement, dans les lauréats, quand vous avez des entreprises comme BFC, est-ce que ce sont des boîtes qui, j'allais dire, crèvent l'écran ou est-ce que finalement...
les choix sont durs? Ou est-ce que quand on a des sociétés qui se présentent comme celle-ci, on se dit, bah oui, évidemment, quand on a ce genre de solution, naturellement, qu'elles doivent être récompensées? Bah écoutez, pour ce prix qu'on a remis au mois de novembre, nous avons eu 50 dossiers à regarder. Oui. On en a gardé 13 pour un premier screening. Bien sûr. Puis il y a trois sociétés qui sont sorties du lot et qui font partie des 3 gagnants, si je puis dire, dont BEFC. Bon, alors justement, on va en parler, Jean-Francis Bloch. Vous avez développé alors une pile à biocarburant écologique. Mais j'ai même du mal à le dire. Ou ça s'appelle aussi des biopiles, c'est ça? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, déjà, quand on dit pile, souvent on dit pile à combustible. Alors, ça fait nucléaire. Oui. En fait, nous, nos combustibles, c'est l'oxygène de l'air et simplement du sucre. Mais ça se présente comme une pile? Ça se présente sous cette forme-là. D'accord. Donc, en fait, ça fait comme un petit carré, vous voyez, puis c'est extrêmement flexible. Léger aussi. Donc, ce n'est pas la pile que je mets dans ma télécommande ou dans mon appareil? On pourrait remplacer ça. D'accord. Avec ceci, en fait, et ça, c'est la première idée. Et en fait, on sait très bien que la révolution, elle est en route. Avec nous ou sans nous, sur tout ce qui est smart. On dit que l'avenir, il est déjà. Ici, vous êtes bien placé. Smart Impact, ça veut bien dire quelque chose. Et nous, en fait, notre credo, c'est de dire qu'il peut être smart and sustainable, ça veut dire durable. Bien sûr. Et c'est vraiment sur cet aspect, quand on parle d'écologie, nous, on insiste beaucoup sur l'aspect durable. Et tous nos partenaires aussi industriels recherchent cette durabilité. Et avec une petite pile comme celle que vous avez, on peut la remontrer d'ailleurs, vous alimentez quel type de produit et combien de temps? Alors, l'idée, si vous voulez, on va prendre 2 exemples très simples. On peut faire, par exemple, dans les secteurs de la santé, des patchs, par exemple, ou alors dans le secteur de la logistique, vous pouvez faire des tags pour suivre un certain nombre de choses. Donc, en fait, ce que l'on fait, on développe d'une part ces petites cellules et d'autre part des petites plateformes électroniques. Oui. D'accord? Et vous associez les deux. Et l'avantage, c'est comme c'est en papier, eh bien, on peut faire la forme et la taille que l'on veut. Et donc, après, on les associe, on obtient ce genre de choses. Ou, par exemple, on peut faire des flashs, on peut mesurer par exemple la température, l'humidité quand on fait du suivi, etc. Sur des capteurs ou ce genre d'appareil. Mais alors je reviens à ma problématique de ma télécommande. En l'occurrence, c'est pas ce type de pile avec laquelle je vais alimenter ce type d'appareil? Alors en fait, il va falloir complètement changer votre perception et l'utilisation. Donc il faut que je jette ma télécommande. Que nenni. L'idée, c'est simplement, par exemple, pour bien comprendre, il y a tout ce que l'on appelle un marché, j'allais dire, on va changer, on va simplement remplacer les choses, telles que par exemple des tests de grossesse ou alors votre télécommande. Mais il faut déjà changer un petit peu des choses. Et puis, il y a tout un marché d'innovation. Quand on va changer les choses, même vous prenez votre télécommande, il va falloir accepter de dire, eh bien, peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, je change et je mets cette petite cellule bioenzymatique. Mais c'est un changement de rapport. C'est-à-dire, on dit, il y a des activités où on est très content quand vous avez des capteurs, par exemple d'incendie, ça dure 5 à 10 ans et c'est parfait. Donc ça, vous utilisez des petites piles miniatures actuelles, c'est très bien. Et pour un certain nombre d'usages, ça convient tout à fait. On pourra passer sur ce type de solution. Et vous visez une production de masse dès l'année prochaine, dès 2023? Absolument. L'entreprise est rentable aujourd'hui? Alors, rentable, on est une start-up. Donc, pour l'instant, on est en pleine croissance. Vous savez, depuis qu'on est créé, on a embauché plus de 2 personnes par mois. On en reçoit encore un demain. Donc, l'activité, elle est vraiment en pleine croissance. Et puis, ensuite, on a le soutien de l'État, parce qu'on a été retenu comme Green 20 dans le programme Deep Tech. Donc, ça, c'est une chose absolument intéressante et fondamentale pour nous, d'avoir le soutien de l'État. Et d'autre part, on a aussi déjà un certain nombre de clients avec qui on fait des contrats qu'on appelle de co-développement, qui partagent, j'allais dire, notre vision de l'avenir. Bruno Jarry, ça, c'est une innovation de rupture pour le coup. Absolument. Absolument. L'idée d'avoir des piles qui soient biodégradables, parce que c'est du papier et du sucre. On peut difficilement être plus bio que ça. Complètement. C'est tout à fait une innovation de rupture. Et on souhaite beaucoup de succès à cette start-up. Et alors, parmi les recommandations de l'Académie des technologies, vous dites qu'il faut opérer un changement aussi radical que ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle. La question, c'est très simple, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je pense que la façon de travailler, au moins pour lancer les choses, c'est de donner sa chance à le plus grand nombre de start-up possible. Oui. Après, il y a la sélection naturelle, bien sûr. Tout le monde ne va pas réussir à décoller. Mais il faut des capitaux pour faire ça. Il faut des capitaux, mais c'est beaucoup plus facile de lever des capitaux aujourd'hui que ce que ça l'était il y a encore 10 ans. Donc, pour quelqu'un qui a une idée originale, qui rentre dans ces critères-là, je
dis pas que c'est facile, mais c'est pas très difficile, y compris avec l'aide de l'État, de commencer. Et puis après, il faut prouver. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui que les dispositifs d'incitation financière, gouvernementaux, le Crédit Impôt Recherche et d'autres notamment, sont suffisants, notamment sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Un exemple frappant, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, qui nous ont précédés quand même avec 25 années d'avance sur la façon dont les Européens travaillent, c'est l'achat par les pouvoirs publics des produits innovants. C'est un combat que nous menons depuis 20 ans. Ça commence un petit peu à arriver. Mais c'est un point tout à fait important. Les ruptures qu'on constate aux États-Unis sera beaucoup été avec le soutien de l'État, y compris dans l'achat des produits. Jean-Francis Bloch, d'accord avec ça, il faut plus de soutien de l'État, notamment sur de la recherche, sur du développement. Alors, vos deux termes sont très importants. Recherche, on trouve assez facilement de l'argent. Oui. Développement, comme vous l'avez signalé, si on a quelque chose qui peut être impactant, on peut trouver. Après, l'effort et la continuité, c'est sur l'aspect industrialisation et certification. Oui. Et donc, c'est vraiment le message qu'on porte aussi en tant que start-up auprès des ministères pour arriver à développer et nous aider dans ces phases d'industrialisation qui sont très importantes. Vous, par exemple, est-ce que vous avez eu des difficultés à lever des fonds ? Est-ce que vous êtes toujours en recherche ? Ou est-ce que justement la phase d'industrialisation, puisque c'est ce qui va arriver pour vous bientôt, est-ce qu'elle est plus compliquée à financer que le reste ? Elle n'est pas plus compliquée, simplement c'est une étape, les fonds sont plus importants, on a la chance d'être très très attractif pour l'instant, donc on va dans la mesure du possible faire effectivement un appel de fonds, on va envisager ça au courant de l'année vraisemblablement. Bon, allez, il nous reste 30 secondes chacun et j'avais une dernière question à vous poser. On a parlé effectivement des enjeux du moment. C'est quoi finalement, ça va pas être facile, c'est la question de début d'année assez sympa, les grands défis, la grande recherche, le grand besoin des 20 prochaines années, justement en matière de technologie à impact. Jean-Francis Bloch. Je dirais, c'est d'être au plus près des clients en termes systémiques, des clients potentiels, c'est-à-dire lorsqu'on en a besoin. Ça protège l'environnement, ça ? Ah oui, parce que vous n'avez pas besoin de transport, etc. C'est-à-dire que le besoin, vous l'utilisez lorsque vous en avez besoin pour la durée dont vous avez besoin. Et donc, on ne consomme pas trop d'énergie. Et encore une fois, c'est l'aspect durabilité qui est vraiment le plus important. Vous consommez ce dont vous avez besoin à l'endroit où vous en avez besoin. Bruno Jarry. Je crois que ce que vient de dire M. Bloch est tout à fait juste. La mondialisation qui avait mis beaucoup de production en Chine, par exemple, on voit bien que c'est très compliqué. Dès qu'on revient sur des positions nationales ou européennes, on est beaucoup plus près des clients, on a beaucoup moins de problèmes sur le transport. On sait tous les embouteillages qui existent aujourd'hui. Et ça, on a déjà les solutions en plus. Mais on a déjà des solutions, bien sûr. Mais il faut réinvestir, il faut recommencer, et c'est ça qui est difficile. Bruno Jarry, merci beaucoup. Jean-Francis Bloch, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact sur Bismart. Développer des vins éthiques, c'est le pari que s'est lancé la start-up Ethic Drinks. Bonjour Michael Alborghetti. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des 2 cofondateurs de la start-up. Alors, racontez-nous votre projet. Vous voulez rendre le vin plus responsable. Moi, je pensais que le secteur du vin était déjà très responsable. Il est responsable dans beaucoup d'aspects. Nous, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est faire la responsabilité de A à Z, en partant de la vigne jusqu'au consommateur final, et en travaillant avec des vignerons qui travaillent très bien et encore mieux que certains. Et alors, parmi vos actions, il y a un certain nombre de... En fait, c'est vraiment plein de petites choses dans le détail, finalement, quand on regarde précisément les process que vous mettez en place, suppression des capsules, utilisation de colle végétale. Racontez-nous un petit peu la démarche, effectivement, qui est engagée et finalement, ce qui est le cœur de votre activité. Voilà, donc nous, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Moi, j'étais dans la filière avant, donc j'avais vraiment un aspect de toute cette filière de l'intérieur. Donc, on a vraiment décomposé chaque aspect du cycle de vie du produit pour le rendre plus respectueux de l'environnement. Donc, pareil, la capsule, on s'est posé, on a analysé sa vraie utilité. De nos jours, il n'y en a plus, donc on l'a supprimé tout simplement. La colle végétale, ça a été de la recherche. Pareil, tout ce qui est carton, les certificats, on a été accompagné aussi par WWF pour être sûr de prendre les bons choix.
Et notre bagage d'ingénieur agro nous a permis de vraiment éliminer tous ces éléments et de faire le tri du vrai du faux. Et d'ailleurs, c'est à quel justement niveau du cycle de vie qu'il y avait le plus à faire? C'est au moment de la récolte, de la mise en bouteille, de la distribution? C'est finalement à quel moment? Non, ce qui pollue le plus dans le monde, c'est pour ça qu'on a cette image-là de vignerons respectueux de l'environnement, c'est parce que c'est vrai. Ce qui pollue le plus, c'est toute la partie qu'on ne voit pas, ça va être la logistique, l'habillage des bouteilles, le transport, jusqu'au consommateur final. C'est là qui a le plus gros impact. C'est plus de 70%. Alors justement, donc je le disais, suppression des capsules, de la colle végétale, des verres foncés, des bouchons naturels. Est-ce que quand on fait tout ça, puisqu'on ne l'a jamais fait avant, est-ce qu'on peut aller légitimement se dire, est-ce qu'il y a un risque d'altération du produit? Est-ce que c'est la question qu'on peut se poser malgré tout? Si vous le faites maintenant que ça n'avait jamais été fait précédemment, est-ce que c'est peut-être aussi parce que ça peut avoir un risque, un risque vraiment sur le produit en tant que tel, qui sont bien sûr des produits assez fragiles? Non, pas du tout, ça n'avait pas été fait parce puis ça a été fait à petites échelles, hein. Il y a peut-être des vignerons qui l'avaient déjà fait, mais pas dans son intégralité comme nous on l'a fait. Nous, on a vraiment voulu prendre la chaîne de A à Z et vérifier chaque élément. Il n'y a aucun risque de qualité, bien au contraire. Est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui est vendu plus cher? Nous, on n'est pas plus cher que le marché en termes de positionnement prix. On a vraiment voulu démocratiser aussi le bio. Ça, c'est important. On a une structure très légère qui nous permet d'avoir des tarifs attractifs auprès des clients. Bon alors, racontez-nous un petit peu effectivement comment la start-up fonctionne. Vous, votre projet, c'est de travailler avec des vignerons, si j'ai bien suivi. L'idée, c'est de se dire ce sont des crus qui existent déjà et vous allez finalement effectivement un peu plus les aider de manière à avoir un petit label en fait et avoir une collection entre guillemets de crus qui vous permettent d'afficher un catalogue de vins responsables. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors nous, on va plus loin que des crus qui existent déjà, parce qu'on est de formation dans le vin. Donc on fait les assemblages avec les vignerons et on crée nos propres crus, parce qu'on veut aussi des profils qui ciblent une clientèle assez jeune, qui veut des vins sur le fruit, faciles à boire, qui ne soient pas des vins qu'on ait à garder 10-15 ans, parce que c'est plus la consommation de nos jours, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, vous, en termes d'offres, justement, vous avez déjà créé combien d'assemblages et vous avez combien de crus à votre actif? On a une trentaine de bouteilles différentes aujourd'hui, donc en 2 ans d'existence. Donc la gamme est assez large et assez profonde sur toutes les régions françaises. Donc voilà, on veut vraiment que les consommateurs s'y retrouvent chez nous et puissent trouver des vins respectueux de l'environnement de toutes les régions. Et quand vous allez voir les vignerons, que vous leur expliquez la démarche, justement, c'est quoi leur accueil? Est-ce qu'il y en a une partie qui est un peu récalcitrante à tous ces sujets-là en disant « bon, vous êtes sympa, mais les écolos, merci, mais non merci ». Est-ce que ça a pu arriver par le passé? Non, pas du tout. Les vignerons qu'on va voir, ils sont en agriculture biologique, donc l'écologie, c'est un Oui, c'est déjà leur préoccupation. Oui, voilà, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour aller traiter leurs vignes pour respecter l'environnement. Donc non, l'écologie, au contraire, hein, ils nous accueillent bras ouverts et ils sont ravis qu'on prenne ça en cause. Non, c'est vraiment un bon accueil. Allez, en 10 secondes, mais vraiment en 10 secondes, c'est quoi le projet de l'année justement pour Ethic Drinks? Nous, c'est démocratiser encore plus le vin bio qui va au-delà du bio. Et cette année, on lance aussi du vin dans un nouveau contenant, dans des canettes 100% recyclables pour changer les habitudes de consommation. Et on suivra ça. Merci beaucoup, Michael Alborghetti, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve naturellement avec grand plaisir demain. Très belle journée sur Bismart.